Merci, bonjour. C'est bon, Bruxelles. Beaucoup de choses à décrire. Pour une seule chose, en fin de compte, c'est pouvoir aider autour de soi les personnes que nous rencontrons. Je pense que le soin est une rencontre, peu importe la technique. Quand la rencontre se fait et qu'elle existe réellement, eh bien, peut-être que la guérison n'est pas très loin. Alors, je pratique une méthode bioénergétique qui a une représentante aujourd'hui très gracieuse, d'ailleurs, j'espère que vous l'avez remarqué. La méthode Surrender est représentée par Marjorie Saint-Pec. Vous pouvez tester la méthode si vous le désirez. Je suis président d'une association humanitaire qui s'appelle ADBE, Association pour le développement de la bioénergie. On est toujours dans la bioénergie. Et puis j'ai été formé à l'ostéopathie bioénergétique au Cercle d'études et de recherche ostéopathique. Et je suis formateur de cette méthode avec un médecin, le docteur Meyer, qui est chercheur au CHU de Genève, etc. etc. Je fais le clown aussi, pour ceux qui veulent rester ce soir, parce que je pense que c'est un très bon moyen pédagogique qui permet de retenir les informations. Quand on rigole, en général, on s'en souvient un peu mieux que quand on s'ennuie pendant des heures dans des classes de cours ou un séminaire. Voilà, alors je suis ici invité par Maurice, par l'association. Je suis très heureux d'être à Marseille. Je ne suis pas parmi vous, moi, géographiquement, je travaille sur Paris et la région parisienne, mais bon, il n'y a pas de frontières, on peut se promener un peu partout. Et puis j'écris donc des ouvrages aussi autour de ces sujets qui permettent de faire circuler l'information, parce que je considère qu'un thérapeute a aussi la mission d'un formateur. Je crois que nous avons tous la mission de pédagogue, d'informer et de former aussi nos patients et de les entraîner vers une autonomie qui leur permettra donc d'être plus libres par rapport à leur choix et à leur qualité de soins. Voilà, je crois que c'est très important. Nous intervenons dans le milieu hospitalier depuis 2011. Nous intervenons par exemple au bloc opératoire. Nous avons commencé par la clinique Saint-Jean-de-Dieu à Paris en ophtalmologie grâce au professeur Wang, qui nous a permis d'utiliser cette méthode pour accompagner les patients qui se font opérer de la cataracte et surtout dans l'objectif de moins les sédater. C'est-à-dire que nous les prenons en charge avant l'intervention, pendant l'intervention et après l'intervention. Nous avons travaillé dans cette clinique en cancérologie aussi avec le docteur Hoffman, spécialement pour les cancers du sein. Ensuite, nous intervenons dans une autre clinique à Tournon-en-Brie, dans le Seine-et-Marne, toujours au bloc opératoire en orthopédie et aussi en ophtalmologie. L'objectif est toujours de cet accompagnement, donc de ce soin de support, et le mot support prend toute sa valeur, permet de moins sédater les gens et de moins les laisser dans l'isolement, permet aussi d'avoir un temps de récupération plus rapide, d'avoir une guérison plus rapide, d'avoir une cicatrisation plus rapide, etc. Et dernièrement, j'interviens au centre de Valenton, qui s'appelle l'Institut Robert Merck d'Aubigné, qui est un centre spécialisé dans la fabrication des prothèses et la rééducation. Et j'interviens spécialement, au départ c'était l'objectif précis, c'était de soigner ce que nous appelons, parce que moi je n'appelle pas ça comme ça, mais ce qu'on appelle des douleurs fantômes. Ce ne sont pas des douleurs fantômes, ce sont des douleurs du membre invisible, et 80% des amputés sentent la présence de ce membre et subissent de violentes douleurs par rapport à ce membre qui a été amputé. Cette médecine bioénergétique, que certains connaissent ici, les thérapies bioénergétiques peuvent répondre grâce au travail sur les champs morphiques et les champs énergétiques, aux problèmes de douleur sans sédater les patients. Il faut savoir que la réponse classique, c'est la sédation, genre Valium, etc. Donc, tout ce travail se fait bien sûr en corrélation avec les médecins. Là, nous sommes en plein dans le sujet, puisque nous travaillons bien sûr intimement sur ces cas difficiles, sur ces patients, et que nous progressons dans cette intention et dans les résultats que nous obtenons. C'est très encourageant, nous sommes très optimistes, parce que nous avons de très bons résultats. Je crois que la médecine, en fait, elle a des objectifs assez précis, de plus en plus précis, parce que la science oblige à des mesures rigoureuses, et donc forcément à réduire les choses, parce qu'on ne peut étudier les choses de façon scientifique que si on les réduit. C'est qu'on les isole petit à petit. Donc, par exemple, on veut étudier l'efficacité de tel antibiotique dans telle maladie infectieuse. On va se consacrer à cette maladie et à trouver un traitement adapté à cette maladie, le mesurer sur des grandes cohortes de patients pendant des années, jusqu'à temps qu'on puisse dire, voilà, il y a tant de patients qui répondent à ce médicament.
Ce qui fait que, en fait, la médecine, de plus en plus, finalement, à la fois répond à des choses de plus en plus précises et avec une efficacité de plus en plus intéressante sur des choses comme ça ciblées, mais elle se détache de plus en plus donc de la globalité et finalement de la personne dans son vécu, dans son ressenti. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'étais avec un pharmacien assez extraordinaire qui se trouve à Port-de-Bouc et qui fabrique des remèdes homéopathiques, heureusement pour nous parce qu'ils sont en train de disparaître, et qui me disait qu'il avait fait une petite statistique sur 3 jours en demandant à ses patients finalement quels bénéfices ils trouvaient dans leur traitement allopathique, en leur disant voilà, il a pris comme ça 3-4 maladies, l'hypertension, 2 autres maladies, en demandant à chaque patient qui venait, donc une vingtaine pour lui tout seul chaque jour, le niveau de satisfaction. Seulement 30% des patients étaient satisfaits de leur traitement. Ce qui veut dire que, je parle simplement déjà de l'efficacité sur la maladie. Si on pose la question du bien-être, qui est défini, l'OMS définit, alors là, je ne sais pas si on ne va pas tomber à 5 ou 10%. C'est-à-dire que beaucoup de patients sont traités pour telle ou telle maladie, sont, on va dire, pour un certain nombre satisfaits, mais leur bien-être, leur niveau de bien-être est vraiment abîmé. Alors, la plupart des patients souffrent de leur traitement. Moi, la plupart des patients qui viennent, ils me disent « je ne veux pas de médicaments, j'en veux plus, j'en peux plus, je ne les supporte plus, regardez comme je suis devenu, j'ai pris 30 kilos, etc. » Enfin, bon. Donc il y a un désagrément, on peut dire, une perte de bien-être. Tout un tas de personnes font appel, finalement spontanément, en s'informant grâce à Internet, etc., quand ils lisent, et finalement à des thérapeutes non conventionnels, que ce soit les ostéopathes, c'est pas souvent, c'est rarement les médecins, hélas, qui envoient les ostéopathes, et ils y vont tout seuls, qui vont voir des kinésiologues, qui vont voir des sophrologues, etc. Les gens se renseignent par eux-mêmes, et on peut dire que finalement cette synergie opère sans finalement que, on peut dire, l'État s'occupe de ça. Hein, il y a une spontanéité comme ça. Et en tout cas, donc, ce qui est sûr, c'est que toutes ces médecines quand même cherchent, et pour ce qui me concerne l'homéopathie, vraiment à aborder la personne dans sa globalité, à essayer de la comprendre, à trouver un médicament qui est adapté singulièrement à ses symptômes, et pas uniquement aux symptômes dont il se plaint. C'est-à-dire qu'en fait, si on demande à quelqu'un, par exemple, de quoi souffrez-vous, alors qu'il vient pour... mettons pour moi une dépression, peut-être qu'il va me parler d'autre chose que sa dépression. Cette complémentarité, finalement, elle est de fait, puisque la plupart des gens, finalement, vont chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas dans la médecine. La plupart des malades cancéreux s'adressent à toutes sortes de thérapeutes qui les aident, chacun avec sa technique, avec bonheur souvent d'ailleurs. Et en l'occurrence, j'ai posé la question, mais si par exemple nous avons un patient qui est... soulagé, mais non seulement soulagé de ses effets secondaires, mais qui voit par exemple sa tumeur disparaître et fondre de façon extraordinaire alors qu'il a un très mauvais pronostic. Est-ce que nous pourrions nous mettre autour d'une table et discuter? Et le médecin qui organisait le colloque, enfin cette réunion plutôt, m'a dit « nous ne sommes pas là pour révolutionner la médecine ». Donc si vous voulez, en gros, il y a des limites qui sont posées quand même dans le cadre de la recherche, et c'est vrai que, ok, on est réunis à une table, mais c'est pas forcément... On peut s'adresser des patients, t'occupes de ça et moi je m'occupe de ça, mais pour se réunir à une table et réellement réfléchir sur les patients, on n'en est pas tout à fait encore là. Voilà. Tout à fait, on n'en est pas encore à une franche collaboration. Hein, je dirais effectivement, on peut adresser de temps en temps des patients, mais effectivement, je crois que les médecins n'en sont pas encore à penser que effectivement ces techniques peuvent parfois même guérir les patients. Je rejoins un petit peu ces mots recettes, puisque vous intervenez dans un certain nombre de centres, de cliniques et de choses comme ça. Donc je pense que la politique de l'assistance publique, c'était effectivement de former des agents, des acteurs de la santé. Donc sont formés des aides-soignantes, des infirmières, des kinésithérapeutes, des manipulateurs en radiologie. Donc l'assistance publique forme son propre personnel et d'autres centres hospitaliers également participent à ça, puisque cette formation est enseignée aux hospices civils de Lyon, à Strasbourg, également aussi à Avignon et au centre anticancéreux de Marseille. Hein. Donc voilà, on forme ses propres acteurs de santé pour effectivement améliorer le bien-être et le confort du patient. Voilà. Donc à l'assistance publique, il y a d'autres méthodes qui sont utilisées, hein, comme par exemple l'hypnose, qui est utilisée au bloc opératoire. La résonance énergétique par stimulation cutanée est également
utilisé, pas au bloc opératoire, en salle de réveil, effectivement, pour améliorer le confort du patient, en réanimation, en néonatologie également, avec les prématurés, les enfants prématurés, voilà, dans toutes sortes de services. Mais là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut un certain bon vouloir, vous le disiez aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez collaboré avec le professeur, et voilà, donc il n'y a rien de... L'assistance publique forme ses personnels, et après c'est au bon vouloir du chef de service de permettre à ce que la technique soit pratiquée. Ce qui est important, ce qu'on ne nous emploie pas pendant les études de médecine, donc je rappelle que je suis généraliste, c'est la présence auprès du patient. Vraiment, c'est essentiel. Les patients ne demandent pas forcément un traitement, ils demandent qu'on soit là. Et si on est formé par ces méthodes, en médecine, on fait des actes qui sont remboursés. On va faire des fois 40, 50 actes par jour, et on va prendre le patient en 10 minutes, 15 minutes. Donc le temps, ça se paye, ça a un coût. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas le temps. Et qu'à la limite, si on fait autant d'actes, on va devenir épuisé, on va être épuisé. Donc il faut aussi prendre en considération qu'il faut aussi s'occuper du soignant, c'est-à-dire soigner le soignant. Il n'y a pas le temps d'être présent parce que les gens demandent de la présence, en fait, simplement quelquefois. Ça peut suffire et ça peut éviter des médicaments. Donc moi, quand j'ai commencé médecine, donc l'hôpital, c'était bien beau, la toute-puissance des chefs de service, on passait à 10, 15 dans les chambres de malades, ils étaient... on voyait des épaves, excusez-moi l'expression, mais c'était ça. Le côté humain n'existait pas, on avait affaire à des dossiers. Et ensuite, on continue à être un peu plus intéressé, on a des événements de vie qui peuvent être stressants, on va commencer à faire interne, on va dans des hôpitaux, pareil, on a une notion de la médecine qui est totalement pas philosophique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'humain. On nous apprend des techniques, on nous apprend des recettes, mais il n'y a rien d'humain. Donc c'est au médecin de le faire, c'est un apprentissage que chaque médecin doit faire. Et puis c'est au patient aussi d'avoir un apprentissage par rapport à est-ce qu'il veut être soigné, est-ce que son désir c'est d'exister par la maladie, c'est de se sortir de la maladie, c'est des notions philosophiques. Donc ensuite c'est vrai qu'il y a les médecines non conventionnelles et conventionnelles, mais la philosophie c'est essentiel. Et j'ai lu avec intérêt les guides de Seymour Roussel, dédicacé tout à l'heure. Mais c'est... Je veux dire, il y a cette notion d'humour, par exemple, qu'a Seymour Roussel, qui est fondamentale. Les gens ont besoin qu'on soit à leur côté, qu'on les accompagne. Et quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis dit, mais c'est incroyable, je vais devenir fou, en fait. Je suis d'ailleurs, peu importe. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les gens? Déjà, s'aider soi-même. C'est déjà la plus grande importance. Enfin, par définition, il faut s'aider soi-même pour arriver à quelque chose. Mais je sors de ces années de médecine hospitalière, et là je remplace un médecin à la campagne qui m'apprend l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qui travaille avec des ostéopathes, qui travaille avec des acupuncteurs, et ça marche sur les gens. Et ça marche parce que les gens se sentent écoutés, se sentent accompagnés. Et de travailler en association avec les autres, je pense que ça peut faire du métier de médecin généraliste un métier passionnant. Et si on le fait de manière abattage, acte, ça n'a aucun intérêt, mais aucun. Et je veux dire, mais c'est compliqué, c'est épuisant. Je veux dire, moi je ne vais pas dire, ouais, youpi, je suis vachement fort, pas du tout. C'est quelque chose d'épuisant. Et heureusement qu'on peut travailler avec des gens qui sont dans la médecine non conventionnelle, que ce soit les homéopathes, les ostéopathes, les acupuncteurs, etc. Je suis très intéressé par ça, parce qu'au total, le bien-être, c'est pour le patient. C'est pas seulement le patient qui va avoir le bénéfice. Je vais aussi rebondir sur la complémentarité. En fait, nous avons le souhait, dans un premier temps, d'être en lien, donc en lien bien évidemment avec les personnes que nous suivons, en lien aussi par le fait que nous partageons, je dirais, le même espace et nous sommes complémentaires, je dirais, en interne, au sein de ressources plurielles, et d'autre part, bien évidemment, complémentaires aussi avec les médecins. Le fait est, c'est que le contact avec le médecin, pour nous, c'est une source de confiance partagée. En fait, on expérimente des approches, donc on les apprend, on les connaît, mais bien évidemment, on n'a pas totalement la science infuse dans ce qu'on fait, et on a toujours besoin d'aller voir le copain éventuellement, parce que je ne sais pas. Et ça, c'est devenir humble déjà. Être déjà dans l'humilité, je dirais, dans le contact avec un médecin,
C'est quelqu'un qui a fait une formation qui est particulière, qui sait sans aucun doute beaucoup de choses, et qui peut aussi nous apprendre beaucoup. Derrière, parce qu'une personne qui se retrouve en précarité, ça pose énormément de problèmes aussi. Ça pose des problèmes de santé par la suite, et aussi, nous avons donc l'exemple par rapport à l'IGA, tout ce qui concerne l'environnement, c'est-à-dire ce que nous vivons au niveau électromagnétique ou autre, en fait, a une incidence totale. C'est-à-dire que pour une personne que l'on considère en soins, on la considère en fait en soins dans sa globalité, c'est-à-dire pas seulement de son point de vue physique. Quand on trouve le médicament adapté à la personne, eh bien, elle guérit dans sa globalité. Pour donner juste un petit exemple, du côté holistique, c'est pas seulement les orientaux, hein, Hahnemann c'est l'Allemagne, l'Europe aussi a conceptualisé les choses d'une façon holistique. Par exemple, j'ai un patient qui est venu pour une dépression grave depuis à peu près une trentaine d'années, traité par des moultes psychiatres, moultes médicaments, dans un état quasi démentiel. J'ai même cru qu'il avait une démence, je l'ai envoyé donc à la Timone pour faire un bilan. Et ce patient, j'ai mis 1 an pour trouver le traitement adapté à son cas, si vous voulez, singulier. Il s'agissait du laurier, hein, donc du laurier rose, qui lui a convenu parfaitement. Ce patient a guéri en même temps de sa dépression et de son angoisse, qui a permis de réduire de 90% son traitement, ce qui fait qu'il a retrouvé ses facultés mentales, il a 75 ans, et en même temps son psoriasis qui avait 40 ans a disparu. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ça la dimension holistique, et par ailleurs, quand il n'est pas bien, plutôt les choses qui le stressaient auparavant ne le stressent plus. Hein, c'est-à-dire qu'on a un rapport à l'environnement, qu'il soit affectif, qu'il soit physique, qu'il soit infectieux ou autre, il ne tombe plus malade. Dans ce sens-là, on pourrait dire que on peut considérer ça comme préventif. Ouais. Dans le spectacle, on dit c'est le public qui a toujours raison. Et ça, croyez-moi, c'est vérifié. Et donc, le public, bah, c'est vous. Et ça mettra du temps, évidemment. Mais c'est vous qui choisirez vos médecins, qui choisirez votre médecine, qui choisirez votre prévention, qui choisirez de ne plus tomber malade, qui choisirez de lire des ouvrages, d'aller sur Internet. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'informations qui vous aideront justement à bien vous alimenter, à bien vous protéger, à faire de la gymnastique, à bien respirer. On n'a pas parlé de la cohérence cardiaque, on a découvert la cohérence cardiaque, c'est fabuleux, on a découvert que respirer, ça faisait du bien. C'est génial. Et comme c'est scientifique, maintenant on sait que la cohérence cardiaque améliore tous les systèmes du corps humain. Bon, voilà, alors on redécouvre la méditation, par exemple. La méditation, on avait totalement oublié. Aujourd'hui, il y a un diplôme universitaire de méditation qui existe à la faculté de Strasbourg. Christophe André et puis d'autres psychiatres utilisent la méditation dans certains services parisiens contre les douleurs et puis à la suite d'opérations chirurgicales, etc. On utilise la méditation. C'est quoi la méditation? Mais vous pouvez tous méditer, sans problème. Il suffit de s'asseoir tranquillement, de poser son corps, son esprit, et puis de se laisser aller à observer sa respiration, par exemple, etc. Des choses qui sont très simples et qui foutent les laboratoires en l'air. Il est là le pouvoir, vous l'avez, mais nous ne le savons pas. Les cellules, on a parlé de l'environnement tout à l'heure. On sait aujourd'hui que la cellule est déterminée par son environnement. C'est fabuleux, nous sommes quoi? Nous sommes des sacs de 75 000 milliards de cellules. Je ne suis qu'un sac de cellules. Donc quand je me penche sur ce que nous connaissons aujourd'hui du fonctionnement d'une cellule, mais j'ai le vertige. Dans le travail sur les cellules souches que font les neurosciences, on a découvert que la cellule, lorsqu'on la met dans un environnement précis, dans un fascia, c'est-à-dire dans une enveloppe organique, hein, on prend une enveloppe d'estomac, puis on met là une cellule qui n'a pas de fonction, on la met dedans. Et bien avec ses copines, elles vont devenir des cellules d'estomac. Alors, elles sont intelligentes, elles reconnaissent l'environnement et elles savent coopérer. Ce que nous ne savons plus faire. Donc voilà ce qu'on essaye de redécouvrir à travers des journées comme celle-ci, à travers des associations comme celle-ci, c'est de redevenir des humains intelligents, de regarder comment fonctionne la nature, de se calquer au fonctionnement de la nature, et puis tout ira bien. C'est très simple, ça mettra du temps. Mais le public a toujours raison, c'est vous qui avez raison, faites-le. Je crois aussi que, enfin, je partage ce point de vue, je pense qu'effectivement, les laboratoires cherchent à faire leurs affaires, et c'est compréhensible. Maintenant, jusqu'à quand? Parce que le déficit de la sécurité sociale est abyssal. J'ai lu des chiffres récemment, c'est à donner le vertige pour des prospectives pour 2020. Je ne sais pas comment, si tout ne va pas exploser, c'est hallucinant, donc je ne sais pas comment on tient d'ailleurs, et on rembourse encore des médicaments. Aujourd'hui, il y a des ruptures de stock de médicaments, par exemple, sur les chimiothérapies, donc, parce que le budget pour les chimiothérapies, uniquement le cancer, c'est 1 milliard d'euros par an. Donc avec 1 milliard, on ne satisfait plus la demande, c'est-à-dire que les médicaments coûtent des prix de plus en plus élevés. Il y a même des professeurs de cancérologie qui s'indignent et qui parlent d'indécence
des prix des médicaments. Donc si vous voulez, de toute façon, je pense que tôt ou tard, le système va exploser. La question, c'est effectivement qu'est-ce qui va remplacer. Et là, je pense que ça sera peut-être l'objet du deuxième débat, c'est-à-dire de réfléchir au fond comment les citoyens peuvent finalement aussi demander donc qu'un certain nombre de médecines soient intégrées dans des remboursements, je pense aux mutuelles, exiger que la faculté de médecine n'occulte pas totalement des enseignements comme par exemple l'homéopathie, la médecine chinoise qui existent, à tel point qu'en Inde, 600 millions de gens se traitent avec l'homéopathie, c'est énorme, et qu'aujourd'hui c'est devenu une priorité de santé publique, l'homéopathie en Inde. Vous voyez, donc une médecine dite placebo, c'est quand même étrange que 600 millions de gens sur la Terre en Inde se soignent de cette façon-là. Donc c'est une médecine transmissible, enseignable, etc. Et en France, on est en train de disparaître. Donc je pense que c'est effectivement aux personnes comme vous, aux associations, c'est pour ça que je suis là aussi, c'est dans un esprit militant, c'est-à-dire de participer à cet effort de convaincre finalement les politiques, les gens qui agissent au plus haut niveau dans les mutuelles, à la sécurité sociale. Je traite aussi des gens au placé à la sécu qui effectivement commencent à dire mais effectivement ça ne peut plus continuer comme ça. Enfin, et en même temps, c'est vrai qu'il y a ces profits faramineux, etc. Et on peut dire cette guerre contre tout ce qui ne ressemble pas de près ou de loin à du conventionnel, mais en même temps, on sait que les personnes, les citoyens, eux, ils ne s'y trompent pas. Et ils vont tous voir un ostéopathe, ils vont tous... ils se renseignent, ils lisent, etc. Et naturopathe, c'est très courant maintenant. Et c'est encourageant. C'est très simple si on accepte. Notre ami a très bien expliqué qu'on est un tas auto-organisé de 60 à 70 000 milliards de cellules. Mais en fait, tout simplement parce qu'on est avant tout, on est de l'information. On est de l'information. Et on sait maintenant, mais c'est pas conventionnel, hein, on sait maintenant agir par l'information et avoir un résultat sur le corps physique, qui n'est qu'une des enveloppes de notre réalité. Voilà. Donc notre univers, avant d'être électromagnétique, avant d'être chair et os, il est information. Et cette information, elle nous est disponible pour notre meilleure santé. Donc je me resitue quand même dans le paysage politique, puisque au niveau de la région, nous n'avons strictement aucune compétence en matière de santé. La santé curative, la santé, la formation, c'est l'État, le ministère de la Santé, au travers des ARS, des agences régionales pour la santé. Néanmoins, en matière de santé, et surtout, on en a parlé tout à l'heure, en matière de prévention, nous essayons de faire notre part du boulot. Dans ma délégation, je me suis saisie personnellement d'un dossier particulier qui est l'alimentation des jeunes lycéens. Et on en parlait tout à l'heure, la grande difficulté que nous avons tous, partout où nous sommes et partout où nous intervenons et où nous posons une question qui était posée tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait bouger les lignes, comment est-ce qu'on retire un peu de pouvoir ici, un peu de moyens là, comment est-ce qu'on se met dans la dynamique du changement. C'est extrêmement complexe. Pour information, moi, ça fait 4 ans que je me bats très dur au sein du conseil régional pour pouvoir installer un service public régional de l'alimentation lycéen. C'est-à-dire de venir remettre au cœur du sujet l'alimentation. Je vous la fais courte, hein, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, où est-ce qu'on l'achète, la production de maison, la prise de conscience surtout de la personne qui se met à table, qu'est-ce que cela signifie. Le plaisir de manger ensemble, la convivialité, et tout ça, ça fait du vivre ensemble. Eh bien, c'est compliqué à réaliser et à mettre en place. Au niveau du conseil régional également, nous avons nous avons fait des consultations pour mettre en place notre plan régional alimentation, santé, environnement, et nous avons consulté une vingtaine de spécialistes, architectes, politiques, professeurs, chercheurs, etc. Et les 2 politiques que nous avons interviewés nous ont dit, tous les 2, mais la santé, lorsqu'on met en place des politiques publiques, lorsque l'on fait un projet, on ne se pose strictement jamais la question de la santé, de l'impact de notre projet sur la santé. Donc là, on voit encore qu'on est obligé, il faut qu'on fasse cet effort
pour mettre la santé devant. Et j'en viens au sujet que vous abordiez, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le citoyen de base se réapproprie son corps, la connaissance de son corps, depuis le plus jeune âge. C'est un vrai défi. Aujourd'hui, dans les crèches, dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, il y a déjà, à ce moment-là, tout un travail à faire pour faire bouger son corps, pour chanter, pour bouger, pour bien manger, sans que ce soit des leçons, puisque ça c'est aussi très important. Il faut qu'on soit qu'on modifie sans doute, qu'on fasse bouger nos lignes culturelles propres. Là aussi, des choses très compliquées. Pour les lycéens dont je m'occupe, un des chantiers qu'on essaye de mettre en place aussi, c'est de pouvoir leur mettre à disposition des jeunes internes notamment, des activités corporelles qui ne soient pas du sport de compétition. On est souvent dans les activités physiques, on est dans le compétitif. Il faut être meilleur que les autres, il faut être plus fort. Peut-être qu'on peut ouvrir de nouveaux champs pour que cette réappropriation du corps, de la santé et de l'esprit puisse se faire au niveau de chaque individu, qui n'aille pas, lorsqu'il va mal, appuyer sur une sonnette en se disant que ce sont quelques boîtes de pilules qui vont lui régler son problème. Parce que ça a été dit tout à l'heure au premier tour de parole, c'est le point. Qu'est-ce qui nous amène ici? Voilà, c'est ce que... Alors, attention à la responsabilisation de ne pas rejeter sur l'autre. C'est plutôt l'autonomie, l'appropriation. Qu'est-ce que je fais? Comment je vis? Comment est-ce que mon quotidien s'organise? De manière à ce que naturellement, sans que ce soit... Ça relève de la contrainte. Et c'est vrai que les cultures asiatiques ont ça. Vous parliez de culture tout à l'heure. Un Chinois, un Indien, il fait 10 minutes, un quart d'heure de yoga tous les matins avant de commencer sa journée. C'est aussi avec la culture hors sol, l'agriculture hors sol, la culture hors sol. Aujourd'hui, ça est dans du réancrage culturel. D'où vient-on pour savoir où on va? C'est tout ça, cette réappropriation. C'est qu'aujourd'hui, on met sur le marché, il y a plusieurs choses. On met sur le marché des produits sur lesquels on n'a aucun recul épidémiologique. Et sous prétexte que c'est sur le marché, la population a tendance à croire, parce que d'une part elle n'est pas informée, mais même ceux qui l'ont mis sur le marché, encore une fois, ils n'ont pas le recul, ne sait pas que c'est nocif. Alors ça c'est une première chose, je pense effectivement à tout ce qui est, on va déjà parler des hyperfréquences avec tout ce qui est téléphonie mobile, on peut parler des hyperfréquences avec les fours à micro-ondes, les plaques, le 50 Hz, les plaques à induction. Enfin, je veux dire, je ne vais pas rentrer dans le détail des choses, mais il y a une partie de la population qui va faire beaucoup d'argent là-dessus et une autre partie qui va ramer pour expliquer que c'est dangereux et s'entendre dire mais pourquoi c'est dangereux puisque c'est dans le commerce. Et c'est dangereux quand même, et c'est dans le commerce quand même, parce que l'idée, c'est pas de préserver la population, c'est de gagner de l'argent. Donc à partir de là, comme en plus on n'a pas de recul, on a du mal à convaincre. Et c'est très difficile d'affirmer que toutes ces pollutions électromagnétiques, puisque c'est de ça dont on va parler tout de suite, sont effectivement nocives, parce que les gens déménagent. D'abord, il est difficile de mesurer leur exposition, parce qu'il y a une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, le médecin ne rentre plus dans les foyers, c'est très rare. Pour que le médecin rentre dans le foyer et donne des conseils d'habitat, il faut vraiment que la situation soit en aigu. C'est même plus le médecin traitant qui rentre, en général c'est le SAMU. Donc de toute façon, le médecin traitant il ne rentre plus à la maison, il ne va pas dire ouvrez les fenêtres, ventilez, aérez, ne mettez pas votre téléphone mobile sous votre oreiller. Enfin, il n'agira pas sur les comportements. Donc à partir de là, en préventif, et c'est ce que faisait la médecine il y a encore 50 années en arrière, où le généraliste rentrait à la maison. Aujourd'hui, le généraliste ne rentre plus jamais à la maison. Donc, il ne peut pas, déjà lui, il n'est pas informé, parce qu'il a déjà une foule d'informations à gérer, il ne va pas en plus gérer ça. On donne beaucoup d'informations à la population, on ne les donne pas sur la nocivité des choses. Et effectivement, quand
quand vous me donnez le micro, j'ai tendance à dire, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais méfiez-vous de votre téléphonie mobile, méfiez-vous de la fragilité des tissus en formation des enfants et des adolescents. Leur mettez pas ça dans les mains et encore moins sur la tête, c'est comme s'ils avaient la tête sous un pylône à haute tension dans un four à micro-ondes. Il y a un certain nombre de précautions à prendre. Je ne peux pas rentrer dans le détail des choses, mais disons que pour faire court, dès lors qu'il y a un moteur, dès lors qu'il y a un champ magnétique ou un champ électrique, de toute façon, il faut être méfiant. Et pour faire très court, aujourd'hui devant cette table, s'éloigner, on va dire, de 1 mètre, 1 mètre 50. C'est-à-dire passer journée durablement, mais quand on a des têtes de lit qui sont équipées de radio-réveil, d'éclairage qui produisent des couplages capacitifs et qui émettent sur les boîtes lits, effectivement, on a des gens qui ne sont jamais... Un organisme qui n'est jamais au repos. Un organisme jamais au repos, ça veut dire un sommeil qui n'est pas récupérateur, ça veut dire que toute la biologie nocturne ne se fait pas ou se fait mal. Et ça, on le dit pas, et de toute façon, c'est pas le rôle du médecin non plus de le dire. Parce que lui, il arrive, on est en curatif, et là, on est dans une attitude très préventive. Donc normalement, on n'est même pas dans la complémentarité dont on parlait tout à l'heure d'une médecine allopathique ou d'une autre médecine, une médecine alternative. On est vraiment dans du préventif pur. Il y a des dans les sodas, mais on ne sait pas dire attention, vous avez des pollutions électromagnétiques dans la téléphonie que vous maniez au quotidien. Donc pendant que j'ai le micro, j'en profite pour dire, pour favoriser les téléphonies filaires, parce que là c'est vraiment une source d'échauffement du cerveau, c'est une catastrophe quand même. Et il y a des gens qui se plaignent, qui après vont arriver dans les cabinets médicaux en se plaignant de céphalées, de nausées, enfin de tout un tas de trucs, avec un spectre si large que de toute façon le médecin il ne pourra pas reconnaître. Donc il va partir dans des investigations qui seront déplacées, alors que c'est tellement simple d'agir sur le comportement. Sauf qu'il ne peut pas surveiller le comportement de ses patients, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment... c'est un piège, c'est aussi un piège, parce qu'après, la médecine est taxée de ne pas avoir de réponse, mais en fait, la réponse, elle est chez chacun. Généralement, quand les patients viennent au cabinet, ils savent que je suis assez ouvert quand même pour orienter. Souvent, on a affaire quand même à des patients qui veulent savoir, ou qui ont peur, carrément. Et quand ils ont peur, on a tendance à vouloir les sonner de la noyade très rapidement. Ça, c'est un peu les défauts que j'ai eus des urgences. Et comme je suis pas zoro, ce que je fais maintenant, c'est que je lance des bouées de sauvetage et j'ai tendance à peut-être envoyer beaucoup de bouées de sauvetage en même temps. Quelqu'un qui se noie, il n'a pas besoin de 25 bouées de sauvetage, il a besoin d'une seule bouée de sauvetage. Il ne suffit pas d'envoyer chez une amie sophrologue, une amie acupuncteur, un ami ostéopathe. Il faut y aller vraiment un pas en avant. La personne a la peur, elle se noie, il faut y aller vraiment très très calmement. Et je pense que c'est ça aussi qu'ils attendent de nous généralistes. Alors simplement, c'est vrai que je fais moins de visites à domicile qu'avant. J'ai passé mon temps à en faire à une époque, ma femme en fait beaucoup. On va chez les gens, on s'occupe aussi de l'environnement. Moi j'ai une formule magique. En médecine, c'est EPO. C'est en fait tout simplement P personne, O organe, E environnement. Et à partir de là, on peut soigner les gens. Voilà. Nous avons choisi de faire un ressource plurielle, c'est de l'éducation à la santé. Nous appelons notre accompagnement un accompagnement à l'éducation à la santé, de façon à ce que la personne elle acquiert toutes les compétences pour prendre soin d'elle. Et donc, nous lui proposons un parcours où elle va rencontrer différents praticiens pour pouvoir aborder sa problématique de santé dans différents niveaux, au niveau physique, psycho-émotionnel, énergétique. Le changement des personnes et le changement de la dimension va permettre à la personne de comprendre comment elle dysfonctionne et comment elle participe à l'altération de son niveau de santé. Et au cours de ce parcours de santé, il y a toute une dimension pédagogique pour que la personne apprenne à se prendre en main, comment je mange, comment je vis. Surtout, nous travaillons beaucoup sur les savoir-être. Et c'est vrai dans toutes les éducations, quelle que soit l'éducation que nous avons reçue, quelle que soit la culture dans laquelle nous avons été éduqués, on nous a appris à faire
mais on ne nous a pas appris à être. Et c'est être qui nous manque dans notre quotidien. Et surtout lorsqu'il s'agit de santé. Le poste sur lequel nous faisons le plus d'économies, c'est en ce qui concerne notre santé. C'est par la prise de conscience que peut passer un changement et nous considérons qu'en devenant autonome, en prenant soin de sa qualité de vie, elle va prendre soin de la qualité de vie de la collectivité. Parce qu'en prenant conscience, une prise de conscience, elle permet aussi d'influencer de façon positive son environnement. Notre accompagnement vise l'autonomie et la prévention. Et j'ai envie de dire que bon, tout ce que j'ai pu personnellement lire sur l'éducation à la santé, par exemple dans la santé publique, n'est pas à mon sens de l'éducation à la santé. Ce que nous organisons à Ressources Plurielles, bon, nous allons régulièrement dans des lieux de vie pour animer des cafés santé, où nous parlons de médecine non conventionnelle, parce qu'à mon sens, elles sont quand même orientées prévention, et elles intègrent cette notion d'éducation à la santé. Nous organisons des ateliers expérientiels où les personnes, elles expérimentent à partir de situations concrètes de leur vie. Nous faisons en sorte, et la plupart du temps, ce sont des ateliers qui sont en co-animation. Parce que écouter une seule voix, une seule opinion, ne nous semble pas intéressant. Et ces ateliers sont à 80%, parfois à 90% expérientiels. Nous parlons très peu. Par contre, il y a beaucoup d'échanges. Et nous faisons en sorte que les personnes discutent en elles et partagent leur expérience. La santé, c'est une affaire de bon sens. Et souvent, on a perdu le bon sens qu'avaient nos grands-parents. Et nous faisons en sorte que les personnes retrouvent leur bon sens. Bon, moi personnellement, je suis une citoyenne de base qui est arrivée à faire de la politique à un moment donné, mais une citoyenne de base qui prend conscience d'eux, qui a une certaine orientation dans ses choix de vie qui viennent de loin, qui constate quand même la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et c'est quand même pas forcément brillant. Et donc on a envie de faire bouger, on a envie que ça nous servons. C'est pas encore arrivé à tout le monde. Il y a du travail, parce je ne sais pas où vous en êtes, vous, de vos propres perceptions, mais on a quand même l'impression qu'on a le nez contre le mur et qu'on est en train de nous appuyer sur la tête, et qu'il serait temps de trouver une porte de sortie. Et ces sujets que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui font partie de cette foultitude d'actions qu'il faut qu'on fasse pour prendre le virage et ne pas finir de s'écraser. Donc voilà, c'est ça, c'est l'action. C'est qu'on prend conscience, on va chercher de l'information, on essaie de comprendre, on trouve les bons acteurs. Il faut avoir cette démarche. Là où on est, chacun où nous sommes, on a, je crois, quand on a ces prises de conscience-là, le devoir de se mettre dans cette dynamique et d'avancer, et de bouger, de faire bouger les lignes. Parce qu'il y a ceux il y a ceux en face de nous qui résistent très très fort, on l'a déjà dit tout à l'heure, parce qu'il y a des intérêts particuliers. Et nous, on a une vision de l'intérêt collectif. Donc c'est ça le job qu'il faut qu'on arrive à faire. Mais c'est une lutte, aujourd'hui c'est une lutte de pouvoir. Voilà, je voulais intervenir parce que je ne vais pas vous parler de choses médicales, simplement pour vous dire que au niveau européen, il existe déjà tout ou partie de loi qui permet aux gens de choisir. Rien ne nous empêche ici en France d'avoir cette participation. Nous, en tant que mutuelle, nous avons déjà commencé à rembourser en partie des médecines, bon, je ne citerai pas, je ne vais pas allonger parce que... Et ces médecines-là, nous nous battons pour que, si vous le voulez, si les mutualistes le veulent, si les citoyens le veulent et le choisissent, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pris en compte par les structures de la sécurité sociale que nous remboursons, parce que depuis ce matin on parle de complémentaires, mais complémentaires dans la médecine, nous on est complémentaires de la sécurité sociale. Nous sommes ce complément depuis 1945. Il est vrai que souvent nous dépassons le trait, parce qu'on a depuis longtemps pensé que la prévention c'était très important, pas sous la forme effectivement développée dont vous avez parlé aujourd'hui, mais
je vais vous citer qu'un exemple. Depuis 1925, l'amiante est connu comme un produit dangereux. Il a été utilisé jusque dans les années 60. C'est une horreur. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça dans un pays tel que le nôtre? Bon, mais mon propos est surtout pour vous dire que si la population le veut, il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. C'est une volonté. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, moi je suis un militant bénévole, mais comme des centaines et des milliers en France, et comme vous, il faut faire avancer ce dont on a besoin. Il ne faut pas qu'on laisse faire les autres. Voilà. Je crois que c'est un peu ce que vous dites. Faut sa santé. Moi, bon, personnellement, j'aurais pu donner d'autres exemples, mais qui sont personnels par rapport à votre médecine, à quelques médecines, et déjà à penser que tout le mal que nous fait notre cerveau, malgré nous, voilà, c'est quelque chose qui est important aussi. Donc, la sécurité sociale, on dit, c'est en haut qu'ils en décident. Oui, mais à nous de décider. À nous de décider qu'aujourd'hui, on ne parle que des dépenses de la sécurité sociale. Mais les recettes, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles deviennent peau de chagrin. Peut-être que là aussi, il y a quelque chose à faire. Il y a des importances. Et en mutualité, on se bat aussi pour équilibrer les choses. Notamment, un chiffre simplement. Nous avons sur les cotisations mutuelles pratiquement 15% de prélèvement de taxes. Ensuite, nous sommes depuis le mois de janvier soumis à la taxe des entreprises, alors qu'au départ nous étions une association régie par la loi 1901. Nous, on est d'accord, parce que votre médecine que vous faites, elle nous fait dépenser moins d'argent et elle permet aux gens de mieux comprendre. Si nous avions plus de moyens, pourquoi ne pas, dans les centres mutualistes, parce que madame sait bien que nous en avons, je veux dire, pourquoi on a des diététiciennes qui viennent de temps en temps, mais au-delà de ça, il y a aussi notre façon de se penser, de se vivre, de savoir ce que notre corps est capable de faire et de ne pas faire. Et l'important, je crois, et j'en terminerai ainsi, c'est pour chaque individu d'être plus fort que l'heure d'avant. Voilà, je crois que c'est ça. Et comme ça, c'est par la connaissance et en faisant savoir les choses. C'est pour ça que nous sommes ici, bon, avec nos moyens, nous essaierons de faire reconnaître, nous essayons de faire reconnaître l'association qui nous a interpellés et qui participe aussi à nos réunions, donc c'est intéressant. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est vrai que je sors un peu du cadre du typique de la discussion, mais c'est important que vous le sachiez. Merci. Merci.